Bonjour, aujourd'hui on parle dosage, richesse, rapport stoichiométrique. Alors on définit d'abord le dosage. Le dosage c'est quoi? C'est la masse d'essence sur la masse d'air. Donc c'est ce qu'on va introduire dans le cylindre en masse, masse d'essence sur masse d'air. Ok. Ce qu'on définit comme le dosage parfait ou le dosage stoichiométrique, c'est la masse d'air nécessaire pour brûler complètement 1 gramme d'essence. Alors, ce qu'on appelle la stoichiométrie en physique, c'est toujours ce qu'il faut en entrée pour que la transformation soit complète. Voilà. Donc, dans le cas d'une combustion, c'est pour que la combustion soit totale. On peut écrire l'équation de combustion, encore faut-il connaître la formule chimique de l'essence. Alors, vous allez voir que c'est là que ça se complique un peu. Une essence d'indice d'octane 95 se comporte comme un mélange de 95% d'octane et de 5% d'heptane. Alors l'octane c'est C8H18 et l'heptane c'est C7H16. Donc il y en a une qui résiste très bien à la détonation et l'autre pas du tout. Voilà. Et donc le super 95 c'est un mélange, alors comme un mélange de 95% d'octane et 5% d'heptane. Allez, on fait un peu de chimie pour essayer de comprendre tout ça. Alors, j'ai essayé de simplifier au maximum. L'équation de combustion complète, ce sera CmHn plus M plus N sur 4, O2, etc. Voilà, bon, ça c'est la base. M, c'est le nombre d'atomes de carbone et N, le nombre d'atomes d'hydrogène. Et une fois que vous avez cette formule, avec n'importe quel carburant, eh bien, vous êtes capable d'écrire l'équation de combustion. Alors par exemple ici on l'a fait avec l'heptane C7H16, hein, on remplace, ok, M, N, très bien, et on a l'équation de combustion. Et puis quand on a résolu cette équation de combustion là, alors en masse, hein, c'est-à-dire que quand on arrive ici là, on a la masse molaire des atomes, donc C12, HC1, OC16, etc. Et puis on remplace hein, par les masses molaires. Et on obtient donc 100 g d'essence, donc ça c'est le carburant, et le comburant 1510 g d'air. Autrement dit, le rapport stoichiométrique là, pour que la combustion ici soit complète, c'est 1 pour 15. 1 g d'essence, 15,1 g d'air. Ok. Ça c'est si on a pris de l'heptane, C7H16. Pour de l'octane, C8H18, on tombe sur 1 g pour 15,05 g d'air. Ok. Donc en fait, quand on entend parler de rapport stoichiométrique de 1 pour 15, c'est pas faux. Aujourd'hui, on considère que l'essence du commerce est de formule chimique CH 1,75. Alors en fait, ça veut dire que ici, là, pour tout ce qui est heptane, octane, etc., on multiplie le nombre de carbone et on ajoute 2. Hein, 7 et 7, 14 plus 2, c'est 7H16. Et là, où c'est qu'on a mis l'octane, ce serait C8H18. Bon. En fait, la formule chimique serait plus proche de 1CH1,75. Pour un élément de carbone, 1,75 éléments d'hydrogène. Ce qui donne un rapport stoichiométrique de 1 g d'essence pour 14,4 g d'air. Bon, très bien. Alors, en fait, ce que je voulais démontrer avec ça, là, c'est que le rapport stoichiométrique, 1 pour 14, 1 pour 14,3, 1 pour 15, 1 pour 15,3, voilà. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que tout dépend de l'essence qu'on considère au départ. Voilà. Donc, on trouve souvent un 14, 3, je crois, les gens parlent souvent de ça. Bon, peu importe, c'est pas très grave. J'ai mis la vérité n'existe pas, tout dépend du carburant considéré. Hein, les essences, là, en fait, puisqu'on rajoute maintenant de l'éthanol dans le super, mais que cette proportion d'éthanol, en fait, elle peut varier entre l'été et l'hiver, etc. Bon, on ne sait pas trop sur quoi on fonctionne, mais c'est pas très grave parce que on a d'autres éléments qui vont faire, qui vont nous permettre de régler le moteur. Retenons 1 g pour 14 g d'air, rapport stoichiométrique, mais 1 pour 15, c'est aussi un rapport stoichiométrique. Ça peut le faire. Si on parle de ça, on n'est pas complètement dans le faux. Alors, la richesse, c'est quoi, maintenant qu'on a défini le dosage?
C'est le rapport entre le dosage réel auquel le moteur fonctionne et le dosage stoichiométrique. Autrement dit, on ramène le dosage avec lequel le moteur fonctionne au dosage stoichiométrique. Par exemple, un 14,4 sur un 14,4. C'est-à-dire que mon moteur fonctionne avec un dosage de 1,14,4 et le rapport stoichiométrique et le dosage stoichiométrique c'est 1,14,4. Donc on fait 1,14,4 sur 1,14,4 et donc on a une richesse de 1. Ça définira aussi le lambda. Le lambda, c'est le coefficient d'air. Donc en fait, c'est l'inverse. Hein. Et puis, ce sera aussi l'AFR. L'AFR, c'est Air Fuel Ratio. Donc c'est le rapport de l'air sur l'essence. 14,4 sur 1. 14,4 sur 1, ça fait 14,4. Ok. Si on a un dosage de 1,12,5, on le ramène à notre dosage stoichiométrique 1,14,4 et on trouve une richesse de 1,15 ou 1,2, ça dépend de la littérature qu'on va trouver là-dessus. Un lambda de 0,86 et un AFR de 12,5 sur 1, c'est-à-dire 12,5. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dosage de richesse. Hein, on est riche, là, on devient riche. Alors, vous voyez que ça évolue en fait à l'inverse. La richesse augmente et le lambda diminue. Très bien. Puisqu'en fait, c'est l'inverse, c'est ça. C'est le rapport stoichiométrique sur le dosage auquel fonctionne le moteur. Donc ça, c'est très exactement l'inverse. Alors, le lambda, à l'origine, c'était plutôt une donnée utilisée en Allemagne. Hein. En France, on parlait de richesse et en Allemagne de lambda. Bon, et aux États-Unis, d'AFR. Voilà. Voilà d'où ça vient tout ça. Et enfin, la richesse en mélange pauvre, c'est 1,18. C'est-à-dire que quand on a un dosage pauvre, on est 1,18 sur un 14,4. On a une richesse de 0,8, donc on est pauvre. Et on a un lambda de 1,25. Donc là, on est avec un lambda élevé, et puis un AFR de 18 sur 1, 18. Voilà. Le coefficient d'air lambda, c'est l'inverse de la richesse. C'est le dosage stoichiométrique sur le dosage réel. Donc c'est très exactement l'inverse. Voilà. Et l'AFR, c'est Air Fuel Ratio, rapport air sur carburant. Donc en fait, quand on parle de richesse, de lambda ou d'AFR, on parle de la même chose. C'est juste que on n'en parlait pas de la même façon dans tous les pays. Voilà. En France, on parlait de richesse, en Allemagne, de lambda, et aux États-Unis, d'AFR. Mais tout ça se tient, et c'est pareil. Là, c'est l'inverse. Et puis là, c'est directement, en fait, l'AFR, c'est directement le dosage. Ok. Alors, maintenant, on essaye de regarder si ça a une influence, cette richesse, et quelle influence ça a. Alors voilà des courbes qui ont été tracées depuis des décennies, hein, on fait ça, et quand on a un moteur au bord. Ce sont des essais qui permettent de relever ces courbes. Alors ces courbes-là, on les fait à remplissage constant, pleine charge, c'est-à-dire papillon ouvert en grand, hein, et vitesse variable. Donc on a oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4. Ça peut être 2000 tours, 3000 tours, 4000 tours, 5000 tours, bon, peu importe. On a ici la puissance, et on a ici la richesse. Donc en fait, on fait varier la richesse de notre moteur et on regarde quelle puissance on a à pleine charge pour différents régimes. Voilà. Et donc on s'aperçoit que, eh bien, on a toujours la puissance maximum pour un dosage de 1,12,5. C'est-à-dire pour un mélange riche. Hein, on a ici un mélange pauvre, on a ici un mélange riche, on aurait ici le dosage stoichiométrique. Voilà, 1,8 ça brûle plus, 1,21 ça brûle pas. Très bien. Et donc ces relevés là, ils montrent que la puissance max, elle est toujours pour la richesse de 1,12. Voilà. La puissance max s'obtient toujours pour un dosage de 1,12,5. Le rendement maxi s'obtient pour un dosage de 1,18e. Alors le rendement maxi, c'est cette petite courbe là en pointillé. Voilà, et en fait le rendement c'est pour quelle quantité d'essence j'obtiens la meilleure puissance. Voilà. En gros c'est pas forcément la puissance maxi, mais la meilleure puissance pour le moins d'énergie possible. On a donc intérêt à enrichir quand on veut Pmax et à appauvrir pour les régimes intermédiaires. Alors ça c'est les carburateurs et les premiers calculateurs étaient faits comme ça, c'est-à-dire que
quand je mets la pédale à fond, eh bien j'enrichis mon mélange et je suis à 1,12,5. Et puis, quand je suis aux charges intermédiaires et que j'ai pas besoin de la puissance max, hein, ce que je veux, c'est consommer le moins possible, et donc je mets à 1,18e la richesse. Alors je marque oui, mais ça c'était avant la lutte contre la pollution et les pots catalytiques, hein, puisque on a appris que les pots catalytiques, ça marche plus comme ça, on a une sonde lambda et on peut pas faire ce qu'on veut. Eh ben oui, non, pas tout à fait. Alors, voilà ce que c'est comme pot catalytique. On a ici là les émissions polluantes avant pot catalytique. On a ici les oxydes d'azote, les NOx, NO2, NO3, etc. Pas NO2, NO, NO3. Voilà, on a ici HC, ce sont les hydrocarbures imbrûlés. Et on a ici le CO. D'accord, très bien. Donc ça, c'est quand on n'a pas de pot catalytique, eh bien les gaz ils font comme ça en fonction de la richesse. Donc si je suis à 1, je suis là, j'ai beaucoup de NOx. Si j'enrichis à 1,2, j'ai beaucoup de CO, beaucoup d'imbrûlés, hein, ok, mais moins de NOx. Voilà. Et puis ça, c'est après traitement par pot catalytique. Donc la zone E, c'est l'efficacité maxi du pot catalytique. Et on voit que notre pot cata, il est efficace quand on a une richesse autour de 1. Mais à 1,2, on a toujours beaucoup de CO, beaucoup d'HC, on n'est pas très efficace. Ok. Donc en fait, ce qu'on va faire quand on veut dépolluer un moteur, on va s'arranger pour garder une richesse de 1 parce que c'est là que notre pot catalytique aura la meilleure efficacité. Donc le pot cata permet une réduction importante des gaz polluants si la richesse est maintenue autour de 1. Pour cela, il faut utiliser une sonde lambda qui va informer le calculateur s'il y a la richesse sur la richesse du mélange. Donc je fais une combustion, je regarde ce qui reste comme oxygène à la fin, et puis voilà, j'adapte ma richesse à l'entrée. Mais grosso modo, je reste avec une richesse de 1. Alors, comment fonctionne une sonde lambda? Alors d'abord, c'est une sonde à oxygène parce qu'elle mesure le taux d'oxygène. Alors, vous voyez ici, il y a une enveloppe qui est dans les gaz d'échappement. Et puis, on a une partie de la céramique qui est en contact avec les gaz d'échappement et une partie de la céramique qui est en contact avec l'air ambiant. Voilà, si on a un mélange riche, on n'a pas d'oxygène dans les gaz d'échappement, puisque tout a été brûlé par la combustion. Et même, on a un peu d'essence qui n'a pas brûlé. Mais l'oxygène, lui, tout a été consommé. Donc, seul l'oxygène de l'air, qui est de ce côté-ci, traverse la céramique. On a une tension élevée. Alors, j'ai marqué tension, en fait, c'est une différence de potentiel, hein, mais bon, les connaisseurs savent que c'est la même chose. Une différence de potentiel, donc là, on a l'oxygène qui passe que d'un côté de la céramique, on a une différence de potentiel élevée. En mélange pauvre, c'est-à-dire que là, on aura encore, il reste de l'oxygène dans les gaz d'échappement, la céramique est traversée de part et d'autre par l'oxygène, la tension est faible, on a de l'oxygène qui arrive de ce côté de la céramique et de ce côté-là, on a moins de différence de potentiel et donc on a une tension plus faible. Alors c'est ce qu'on peut observer sur cette courbe-là de sonde lambda, hein, millivolts. Quand on est riche, on a plus de... Alors, mais je me suis trompé, tension élevée, donc là c'est tension faible, et ici c'est tension élevée, hein, puisque on le voit ici, quand on est riche, on a une tension faible, et quand on est pauvre, on a une tension élevée. Ah non, c'est le coefficient d'air, donc c'est bien ça. Oula, pardon. C'est le coefficient d'air, donc ici en fait on est pauvre, ici on est riche, donc quand on est riche, on a une tension élevée, quand on est pauvre, on a une tension faible. Voilà. Donc ça, ce sont les premières sondes de lambda, c'est ce qu'on appelle les sondes à bande étroite. Hein. Donc une bande étroite, elle permet de rester autour de la valeur de 1. On voit que autour de la valeur de 1, hop, et puis après on bascule d'une tension à l'autre et le calculateur va enrichir ou va appauvrir. Et puis ils sont apparus récemment, enfin récemment, non pas récemment, mais sur les moteurs où on a voulu faire de la dépollution un peu plus poussée, des sondes large bande ou à bande large, d'accord, qui permet de connaître la richesse, puisque là, on a une courbe qui bascule plus autour de 1, hein, mais qui est proportionnelle, ou à une certaine proportionnalité. Donc en fait, là, on voit que
suivant la richesse, on a des... Alors là, c'est plus une tension, en fait, c'est une intensité, c'est des milliampères. Hein. Mais bon, grosso modo, c'est pareil, le calculateur va pouvoir lire quand même. Et donc, là, pour chaque point, en fait, on connaît la richesse parfaitement du mélange. Alors qu'ici, on ne sait pas. Hein, on sait qu'on est riche, mais on ne sait pas de combien. Et on sait qu'on est pauvre, mais on ne sait pas de combien. Donc là, une sonde large bande, elle va nous permettre de connaître très précisément la richesse. Donc ça, c'est pour les moteurs, en fait, qui ont une stratégie qui peuvent fonctionner en mélange pauvre. Voilà. Et donc, on connaîtra le mélange pauvre. Donc, on voit tout de suite les conséquences de ça. Alors, les conséquences, c'est alors on ne peut plus enrichir, parce que normalement, avec un pot catalytique, on a un taux de conversion des polluants élevé autour de 1. Très bien. Donc, je dois garder une richesse de 1 tout le temps. Il n'est plus question de faire du mélange pauvre et du mélange riche. On est tout le temps à une richesse stoichiométrique, et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Mais une richesse plus élevée, j'ai marqué, n'est pas dangereuse pour le pot catalytique en fait. Hein. Alors l'excès de température, oui, ça peut détruire un pot catalytique, mais si on le fait fonctionner avec un mélange riche, pour lui ça ne change rien, sauf que son efficacité est moins bonne. Mais il sait fonctionner avec un mélange riche. Alors les constructeurs prévoient un enrichissement à pleine charge, même avec un pot catalytique, quand vous mettez le pied dedans, eh bien, votre calculateur, il met du mélange riche. Il enrichit parce que vous demandez la puissance maximum. À quoi sert une lambda large bande? Eh bien, pour ceux qui préparent des moteurs, notamment pour la programmation de calculateur, c'est mieux parce que ça donne la richesse. Donc ça veut dire que quand vous faites un réglage d'injection, une richesse, vous mettez 1 pour 12,5, vous êtes capable, avec une large bande, de contrôler qu'à la sortie, vous avez bien ça comme richesse. Alors ça permet surtout d'être sûr qu'on n'est pas réglé trop pauvre, hein, parce que bien sûr quand on est trop pauvre, c'est dangereux pour le moteur, ça va faire des températures élevées, bon voilà, il y a tout un tas de problèmes, il faut surtout pas être trop pauvre. Donc une large bande, pour ceux qui font de la programmation moteur, ça va permettre de connaître exactement la richesse à la sortie du moteur et donc de savoir ce qu'on fait. Mais en réalité, la sonde large bande, elle est faite pour les moteurs modernes qui fonctionnent en mode combustion stratifiée ou pauvre. Hein, donc j'en ai déjà un peu parlé dans une autre vidéo là, sur le contrôle couple. Dans ce cas, on traite les gaz polluants par d'autres méthodes. Donc comme l'idée c'est quand même de fonctionner en brûlant le moins d'essence, on va fonctionner avec des mélanges pauvres, voire des mélanges stratifiés, donc riches près de la bougie et de plus en plus pauvres, hein, pour que le mélange s'allume mais qu'on ne consomme pas trop. Et puis, comme le pot de catalytique n'est pas très efficace en mélange pauvre, eh bien on va avoir d'autres traitements sur les NOx notamment. On va mettre des forts pourcentages de GR. Hein. Le GR, ça fait baisser la température de combustion et donc il y a moins de NOx. Et puis on aura des pièges à NOx sur les lignes d'échappement. Donc on pourra, avec un pot catalytique, fonctionner en mélange pauvre, traiter les NOx, parce que ce sera ça principalement le problème, avec d'autres méthodes, et ça n'empêchera pas de préparer un mélange riche lorsque le conducteur demande de la puissance maxi. Parce que, évidemment, ces nouveaux moteurs-là, ils veulent économiser de l'essence, mais il faut garder de l'agrément pour le conducteur, sinon personne n'achèterait plus ces moteurs-là. Donc quand vous demandez la puissance max, eh bien on fait ce qu'il faut, on enrichit, on met plus d'avance et on s'arrange pour que ce soit des moteurs qui fonctionnent, qui marchent, qui aient de la puissance. Voilà. Mais dans la plupart des cas, la plupart du temps où on se sert de ces moteurs-là, eh bien on sera pas beaucoup accéléré, moins de 2000 tours ou moins de 3000 tours, mélange pauvre, voilà. Et donc là, notre pot catalytique est très efficace sur le CO et les HC, mais pas très efficace sur les NOx, et donc là on aura d'autres méthodes pour faire ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le dosage, la richesse et la lambda. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.